Maintenant, on va prendre un temps, après le jingle, le temps que Thibaut se cale, on va prendre un temps plus pour nous, pour réfléchir peut-être encore avec un peu plus d'intériorité sur finalement cette fonction de DRH. On a vu la question du DRH dans son contexte, son actualité politique et sociale. Et maintenant, on va s'interroger sur, pour ceux qui n'ont pas noté, pour demain, le 28e congrès. Non, vous n'avez pas les slides. Bon. Vous aurez les slides plus tard. Maintenant, on va s'interroger sur justement ce DRH dans un monde en transformation. Et comme on vous l'avait promis sur le programme, on va essayer d'explorer deux facettes en se disant finalement, est-ce que dans un monde en transformation, le DRH fait triompher la gentillesse en entreprise? Alors là, on est très loin de la technicité du droit à laquelle on a fait référence jusque-là. Est-ce qu'il est là pour faire triompher la gentillesse en entreprise? Et finalement, comment peut-il prendre en compte les attentes de sa direction générale? Et donc, on va avoir deux keynotes sur ces deux sujets. Comme on vous l'a dit, le dernier mot ira toujours à la fonction RH aujourd'hui, parce que les 7.0 de la NDRH, c'est les 7.0 de chacun et chacune d'entre vous comme professionnels RH. Et donc, avant d'accueillir Emmanuel Jafflin, qui va nous faire le plaisir de nous partager ses recherches sur la gentillesse en entreprise, et qu'on est ravis d'accueillir aujourd'hui, je vais demander à Frédéric Lemoine et à Sophie Mario-Michaud, qui sont membres du Bureau national, de me rejoindre d'abord sur scène, parce que ce sera nos grands témoins. Donc Sophie Mario-Michaud et Frédéric Lemoine. Prenez place. Donc Frédéric Lemoine et Sophie Mario-Michaud vont être les grands témoins. Emmanuel Jafflin, philosophe, auteur, ancien diplomate, conférencier, vous allez en avoir la démonstration tout à l'heure, travaille sur un sujet qui peut sembler surprenant, mais qui est donc la question de la gentillesse. Il l'a exploré sous tout un tas de facettes, et particulièrement sur l'axe de l'entreprise. Et donc on va lui demander de nous expliquer justement si le DRH 7.0 s'est fait triompher la gentillesse en entreprise. Et quand il aura quitté la scène, on demandera justement à Sophie Mario-Michaud et à Frédéric Lemoine ce qu'ils en ont pensé. Je vous remercie d'accueillir, sous un tonnerre d'applaudissements, Emmanuel Jafflin. Bonjour, c'est gentil d'être venu et de m'avoir invité. La question est, m'auriez-vous invité en 1947 ? La réponse est non, parce qu'aucun d'entre vous n'a 90 ans et moi non plus. Mais pensez qu'après la guerre, la gentillesse ne rimait pas avec bonne presse et que l'ancêtre des RH travaillait dans des entreprises industrieuses, libérales, bourgeoises, au mieux paternalistes, en aucun cas postmodernes. Vous avez tous vu Le Père Noël est une ordure, dans lequel Thierry Lhermitte dit « Je n'aime pas dire du mal des gens, mais Thérèse, effectivement, elle est gentille. » Sous-entendu, elle est crétine. La question, les DRH peuvent-ils porter en triomphe la gentillesse? Est-ce que c'est une question qui tue, qui pue, ou qui rue dans les brancards de l'entreprise? Je vais brosser un portrait postmoderne du DRH, un portrait qui est à la fois disruptif et systémique, dans lequel on voit le DRH comme salarié connecté à l'économie et porteur d'une entreprise qui est le nouveau lieu du pouvoir. Alors je vais faire ça en 3 volets. Le premier, je vous expliquais l'histoire de la gentillesse, l'histoire lexicale, la philosophie de la gentillesse, et puis ensuite la gentillesse en entreprise. C'est parti pour l'histoire en 3 racines. La racine lexicale, parce qu'on ne connaît pas l'histoire de la gentillesse, mais l'histoire de la gentillesse a 3 racines, une latine, une chrétienne et une médiévale. Le mot gentil vient du latin gentilis qui désigne le noble, celui qui est bien né, celui qui est issu des 100 familles qui fondèrent Rome. Par exemple, Jules César appartient à la gens, G-E-N-S, des Lulli. Et donc on oppose évidemment les patriciens à la plèbe, les nobles aux ignobles. Et puis le terme va se galvauder, c'est-à-dire que déjà sous la République, on appelle un esclave gentilis. Et puis sous l'Empire, on va désigner quelqu'un qui appartient à une nation étrangère à l'Empire romain, gentilis. Le mot dit tout et son contraire, il ne veut plus rien dire. Fin de la première racine. Deuxième racine, la racine chrétienne.
une jeune religion apparaît issue du judaïsme, et comme les juifs, les chrétiens, le proto-christianisme, les premiers chrétiens, cherchent un terme pour désigner celui qui n'est pas chrétien. Alors en hébreu, vous le savez, celui qui est non-juif, ça se dit un goy, goyim au pluriel. Et les chrétiens vont jeter leur dévolu sur le terme gentilis, qui ne veut plus rien dire, pour désigner celui qui n'est pas chrétien. Donc le gentilis, le gentil, c'est l'impie, le mécréant. Saint Paul, c'est ainsi l'apôtre des gentils. C'est celui qui est un juif converti au christianisme et qui va être une machine à convertir les non-chrétiens en chrétiens. Au XIIIe siècle, saint Thomas écrit une somme contre les gentils. Donc vous comprenez que entre la racine latine et la racine grecque, on a le positif, le noble, et le négatif, c'est-à-dire l'impie ou le mécréant. Troisième racine médiévale. À partir du XIe siècle, par exemple, dans la chanson de Roland, vous avez l'apparition d'une expression qui est gentilhomme, avec une graphie un peu particulière, et le mot fusionnera sous Guillaume Budet à la Renaissance pour faire gentilhomme. Je suis désolé, il n'y a pas de féminin, c'est gentedame en 2 mots pour vous, mesdames. Et donc, le seigneur, au XIe siècle, se tourne vers Rome et s'autoproclame gentilhomme. Mais imaginez la scène, le dimanche, le jour de la messe. Le Seigneur entre à cheval avec son épouse dans l'église, il a devant lui le prêtre qui est devant l'autel, et le prêtre va parler au gentilhomme et à la gentedame de saint Paul, apôtre des gentils. L'ambiguïté, elle est là, elle est structurelle. Et puis après, il y aura la Renaissance, l'aristocrate, ou plus exactement, le gentilhomme devient un courtisan, un aristocrate, la Révolution française arrive, ça ira, les aristocrates, on les pend à la lanterne, et c'en est fini de l'aristocratie, de la noblesse, de la gentillesse, qui est également un morceau musical. Écoutez la musique composée au XVIIIe siècle chez Joseph Baudin de Boismortier, et vous verrez que c'en est fini de la gentillesse. Fin du premier acte. J'ai voulu en faire un concept. Donc je me suis dit, dans quel domaine est-ce que la gentillesse a sa positivité? Dans un domaine qui est celui de l'empathie. Donc je vous expose 3 volets, le premier, le deuxième et le troisième. Le premier, c'est que la gentillesse, c'est une forme d'empathie. Le second, c'est que c'est une morale impressionniste. Et le troisième pilier, plus exactement, je montrerai que c'est une vertu systémique, la gentillesse. Revenons à l'empathie, tracez un trait. À un bout du trait, vous mettez le respect, à l'autre bout, la sollicitude, et au milieu, la gentillesse. Qu'est-ce que c'est que le respect? C'est une empathie froide. C'est celle qui vous fait laisser vide une place de parking réservée à un handicapé, mais vous n'aidez pas l'handicapé à ouvrir le coffre, à sortir son fauteuil et à se placer dans une bonne position pour aller, par exemple, au supermarché. À l'autre bout, vous avez la sollicitude, qui est une empathie brûlante. C'est Amélie Poulain, dont vous avez vu le film. De toute façon, vous voyez tous les films dont je parle. Et Amélie Poulain, à un moment donné, elle embroche le bras d'un aveugle qui n'a rien demandé à personne, et elle lui fait visiter Montmartre, et elle lui décrit ce qu'elle voit. Ça, c'est la sollicitude. C'est un excès d'empathie. L'aveugle, il n'avait rien demandé à personne, et je dis que la sollicitude, elle a un terroir, un territoire, c'est la famille, parce que dans la famille, il n'y a qu'une seule personne, c'est ni le père, ni la mère, ni l'enfant, c'est la famille, et on travaille tous les uns pour les autres. Mais entre cette empathie brûlante qu'est la sollicitude et cette empathie froide qu'est le respect, il y a la gentillesse qui est une empathie chaude. Alors je donne une définition toute simple. Je dis être gentil, c'est rendre service à quelqu'un qui vous le demande. Et c'est important cette demande. S'il ne vous demande rien, vous êtes dans la sollicitude. Deuxième volet, la gentillesse, c'est une morale impressionniste. Vous avez tous vu Monet, la toile Soleil levant. Et vous apercevez que dans une toile impressionniste, il y a des blancs, et qu'on procède, le peindre surtout par petites touches. Au début, on n'aimait pas l'impressionnisme, on pensait que c'était des tricheurs. Mais on s'aperçoit que ça vient de la division de la lumière par Newton, et qu'on comprend qu'il y a un dynamisme et une luminosité qui fait que c'est une œuvre d'art. C'est la même chose pour la gentillesse. On procède par petites touches, on rend service à quelqu'un en arrivant ici, qui cherche son chemin, on aide quelqu'un à monter sa valise, on fait traverser un aveugle qui l'a demandé, donc c'est par petites touches. Mais cette morale impressionniste, il faut la distinguer des morales impressionnantes, les morales que j'enseigne en philosophie, c'est-à-dire des morales, celles de Platon, d'Aristote, d'Épictète, d'Épicure, qui vous disent ce qu'il faut faire, non pas de la naissance à la mort, mais du matin au soir. C'est une morale du devoir. Et la gentillesse, c'est une morale du pouvoir. Je suis gentil quand je veux, quand je peux, mais surtout pas quand je dois, que les DRH retiennent cette information. Un exemple hors entreprise. Une caissière qui sort du métro, où il y a eu un attentat, où il y a eu un accident, enfin bref, elle est en retard mais pas de sa faute. Elle sort et il y a un touriste qui lui dit « Pouvez-vous me montrer la tour Eiffel ?» Et elle lui dit « Excusez-moi, je n'ai pas le temps de demander à quelqu'un d'autre. » Elle a été ni gentille ni méchante, mais elle n'a pas cassé le vase de Soissons.
Et je crois que la gentillesse, elle est là. Il y a des moments où il ne faut pas l'être tout le temps. Et troisièmement, c'est une vertu, la gentillesse, systémique. Ce n'est pas une vertu systématique. Vous avez lu Paul Valéry qui écrit « Le plus profond, c'est la peau ». Et je pense que dans ces petites touches dont je parlais dans l'impressionnisme, il y a cette force de la gentillesse. Être gentil, c'est comprendre que par nos petites touches, on va forger un système. Elle est systémique, elle n'est pas systématique. Je ne sais pas si vous avez vu ce film canadien qui s'appelle Pay It Forward. Et en français, c'est Un monde meilleur. C'est un film pour enfants. Si vous l'avez vu, ce n'est pas en tant qu'enfant, c'est en tant que parent. Et dans ce film, le petit Trevor, qui est un peu malheureux dans sa vie familiale, va au tableau et fait un schéma pour expliquer aux professeurs et à ses élèves que s'il est gentil avec 3 personnes qui ont l'obligation d'être gentil avec 3 personnes, alors le monde ira mieux. Je ne le pense pas. La gentillesse n'est pas systématique et le schéma qu'il utilise, c'est la pyramide de Ponzi. Madoff était très heureux. Maintenant, il est en prison. Il faut comprendre ça. La gentillesse a cette force d'être systémique et comme disait René Thom, le mathématicien philosophe dans la théorie des catastrophes, c'est qu'un vol de papillons au Guatemala, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il produit un événement et la montée ou la descente des réservoirs à São Paulo dans la bourse. J'en viens au troisième aspect dans l'entreprise. L'idée de l'entreprise, c'est qu'elle a, enfin l'idée, la mienne, philosophique, mais de la gentillesse, c'est qu'en réalité, elle a 2 buts. Le premier but est économique, c'est de produire de la richesse. Ça, c'est non négociable, sinon l'entreprise ferme. Mais le deuxième but est politique. Alors ça, c'est difficile à faire comprendre, et j'ai du mal à rassembler tout le monde sur cette question, mais le pouvoir politique est mort. Ça, c'est ma théorie. Il n'y a plus de pouvoir politique. Je vais prendre un exemple. C'était en 2015, en juillet. Je crois juillet-août, on avait un président qui s'appelait François Hollande. Et il dit sur France Inter, les impôts vont baisser. Donc je monte le son, et il dit si la croissance repart. Je coupe le son, ma tartine est tombée dans mon thé Earl Grey, et je me suis dit vraiment cet homme est impuissant. Mais pas lui en tant que François Hollande, lui en tant qu'homme politique. C'est la même chose pour un chef de gouvernement ou pour un député. Ces hommes-là n'ont plus que des pouvoirs symboliques à faire, et ils multiplient les lois et des choses symboliques, mais on vit dans le monde de l'économie, de l'économisme. Ce que les gens attendent, c'est un pouvoir d'achat. Et ça, malheureusement, nos hommes politiques ne peuvent pas le faire. Donc, quand je dis que l'entreprise, c'est le nouveau pouvoir politique, il y a une raison et il y a une restriction. C'est qu'elle n'est pas étanche, elle n'est pas offshore. Il ne faut pas croire que quand on va travailler dans l'entreprise, on rentre dans un milieu particulier. C'est un milieu non seulement social, sociétal, mais c'est un milieu surtout politique. Il faut aujourd'hui que les hommes politiques, les DRH, les managers et les salariés comprennent que l'ambiance qui est semée à l'intérieur de l'entreprise, elle va s'exporter à l'extérieur. Et si l'ambiance est négative, cette négativité, on va la transmettre dans la rue, dans la relation du salarié avec son époux, avec son épouse, ou dans la relation commerciale, dans la salle, dans l'assemblée où il va délibérer, ou son club de sport. Donc il faut vraiment créer de la positivité. Et ça, c'est difficile. Je prends un exemple, mais un homme dont je tairai le nom, mais qui était le patron d'une grande entreprise, il est interviewé, et on lui dit, puisque la veille s'est suicidé un de ses salariés, on lui dit « Qu'est-ce que vous pensez du suicide ?» Et il répond « Le suicide est une mode. » Aussitôt, les actions de son entreprise chutent en bourse, et il reste peu longtemps le patron de cette entreprise. Il faut comprendre que le modèle du darwinisme est fini, même dans la nature. Je connais une spécialiste des grands singes qui a montré ça. Elle observait un de ces animaux dont elle était fétiche et spécialiste, et elle s'aperçoit que ce grand singe se baisse, ramasse un oiseau qui est tombé, qui s'est probablement cassé une aile, et il ne l'a pas attrapé pour l'écraser et montrer qu'en bon darwinien, il est quelqu'un qui écrase les autres. Il l'a ramassé pour montrer qu'il veut aider les autres, et il souffle sur l'oiseau pour le faire redécoller. Ça veut dire qu'il y a de l'empathie entre les espèces, et que le darwinisme, struggle for life, le combat pour la survie, est très minimaliste, mais c'est vraiment pas le cœur de la vie entrepreneuriale. Je pourrais prendre plein d'exemples comme ça, mais il y a eu une analyse sociologique qui a été faite par 2 universités canadiennes et une université américaine et qui s'appelait en good English « Do the nice guys and girls finish last ». C'est-à-dire, est-ce que le gentil garçon et la gentille fille finissent les derniers? Et
Sur 10 000 personnes, ils ont fait ça et sur 10 ans. Et la réponse était intéressante parce qu'elle disait que pour les femmes, mesdames, je suis désolé, mais ça sert à rien de vous comporter comme une killeuse, comme une tueuse, comme une winneuse. C'est pas ça qui va vous enrichir. L'analyse disait que la femme qui se comportait comme ça gagnait 400 $ de plus par an. Honnêtement, en plus, si c'est des dollars canadiens, ça vaut pas le coup. Hein, ça fait du 30 € par mois. Ça vaut pas le coup d'être méchant dans l'entreprise pour gagner si peu. En revanche, chez les hommes, chez les mâles, ça jouait un rôle. C'était 7 000 $ par an en plus. Et là, on comprend effectivement que ça vaille le coup de marcher sur son voisin, son collègue, prendre sa place, le dénigrer et monter dans la hiérarchie pour faire plaisir au DRH, être reconnu par lui, etc. Et en réalité, cette analyse, elle est mauvaise, elle est fausse. Elle est fausse à 2 niveaux. Au niveau de l'individu, qui se comporte comme ça. Pour la bonne raison, c'est que si cet homme se bat pour être un tueur, il ne l'est pas que dans l'entreprise. Il va l'être dans la rue, donc il aura un accident. Une partie des 7 000 € partent, même s'il a une assurance, mais il aura une plus-value à payer. Il aura une relation conflictuelle dans le couple. Il aura un divorce. Aux États-Unis, au Canada, c'est cher. Il aura, troisièmement, dans l'entreprise où il est, un conflit et il se fera marcher dessus. Et un jour, quelqu'un d'autre le prendra comme cible et triomphera de lui. Donc on voit bien que c'est mauvais pour l'individu. Mais pour l'entreprise, c'est encore plus catastrophique. Parce que ce que l'entreprise fait, c'est qu'elle rend les RH malades. Et qu'une entreprise dynamique, c'est une entreprise dans laquelle il y a une très bonne ambiance. Donc elle va favoriser le burn-out, le bore-out. Et les gens les plus intelligents et les moins malades, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lever le pied en disant « Moi, je ne suis pas un killer, je suis beaucoup moins con que le killer, mais simplement, je vais moins travailler. » Donc l'entreprise, avec ce darwinisme, elle perd sur tous les terrains. Il est donc important de lire Spinoza, l'éthique, et de se dire « La tristesse, c'est ce qui diminue notre puissance d'agir. » Et honnêtement, un manager, un DRH et un patron qui veut humilier les gens et diminuer leur puissance d'agir, c'est quelqu'un qui va perdre. Vous savez, le patron d'Unilever, dont j'oubliais le nom aux États-Unis, disait que seule l'entreprise qui donne à la société laissera des traces et un modèle. L'idée, et il me reste combien de minutes? Une. L'idée en conclusion, ma grand-mère disait « Gentil n'a qu'un œil », et elle retirait sa main en disant « Et moi j'en ai deux ». Et moi, j'étais trop petit, j'avais 11 ans. Des décennies sont passées, elle est décédée, mais j'aurais envie de lui dire, tu sais, mamie, Gentil, il a 3 yeux. Et pas l'œil du cyclope, non, l'œil du cœur, de l'émotion intelligente. Et ce que je dirais en conclusion, c'est que vous, les DRH 7.0, vous êtes les nouvelles gentes dames, les nouveaux gentilshommes, qui font la synthèse entre les vieilles civilisations de l'honneur et notre société du bonheur. Et je voudrais vous demander une dernière chose, diffuser cette idée que l'entreprise est un pouvoir à une condition, qu'elle est un nouveau pouvoir, mais à une condition, qu'elle soit a gentle place to work. Merci, gentiment vôtre, je reviens dans 30 ans. Merci beaucoup. Et surtout, ne manquez pas l'ouvrage qu'a écrit Emmanuel Jaffelin, qui est donc l'éloge de la gentillesse en entreprise, où il développe tout ce qu'il vous a présenté aujourd'hui, à la fois sur l'origine de la gentillesse, mais également la philosophie qu'il a développée et ses conclusions pour l'entreprise. Alors, Frédéric et Sophie, vous avez la lourde charge d'être ceux qui ont le dernier mot aujourd'hui, puisque les RH ont le dernier mot. Qu'est-ce que vous retenez de l'intervention d'Emmanuel Jaffelin ? Moi, je vais déjà laisser la parole à Sophie. J'ai bien compris qu'il fallait que je sois un gentleman. Donc, je vais laisser la parole d'abord à Sophie. Alors, merci Frédéric. Ce que j'ai retenu, ce sont 3 choses. La première, c'est un mot qui n'a pas été prononcé, le mot bienveillance. Et je me suis posé la question où il se situe, entre l'extrême gauche avec la rigueur et l'extrême droite avec le comportement à la Amélie Poulain va faire aux autres ce qu'on a décidé qu'on leur ferait faire. Et parce que c'est un mot qui, dans l'entreprise où je suis, dans le groupe où je suis, passe mieux que le mot gentillesse. Et nous avons osé, il y a quelques années, mettre parmi les objectifs annuels jusqu'à 20% de la part variable sur la bienveillance, c'est-à-dire le savoir-faire, travailler les autres, aboutir à un résultat sans écraser les autres. Le deuxième point, c'est, une fois qu'on a dit ça, comment la bienveillance se vit. Et la bienveillance se vit, de ce que j'ai entendu du philosophe aussi, certes avec tout un historique, mais surtout, ça c'est ma croyance de cœur, avec beaucoup d'écoute et d'humilité. Et chaque jour, nous devons tisser, retisser des relations. Et le troisième point, c'est que je voulais aborder, qui me manque un peu,
c'est comment faire par rapport aux tyrans, aux personnes qui manipulent, aux personnes qui sont un peu pervers. On en parle beaucoup dans la presse. Et là, je me suis dit que la gentillesse peut donner l'idée qu'on peut se faire écraser. Et non. La gentillesse, c'est aussi savoir dire non et savoir se mettre en retrait. Comme il a dit. Donc il y a des pratiques à échanger là-dessus. Merci Sophie pour ce partage. Wow. Et là, on n'est plus sur du juridique, on est sur du vécu. On le sent. Frédéric, est-ce que tu te retrouves dans les propos de Sophie? Est-ce qu'il y a autre chose qui t'a fait vibrer? Oui, il y a plusieurs choses qui m'ont fait vibrer. Alors juste une petite parenthèse par rapport à ce que le kick-off de tout à l'heure de Jean-Paul, le Münster à Finale-à-Mirabel, c'est dans mon groupe, c'est chez moi à Nancy. Voilà, donc petite parenthèse. Je te dénonce. Moi, ce qui m'a marqué, c'est la définition d'Emmanuel Jaffly de la gentillesse, qui était justement rendre service à quelqu'un qui le demande. Et pas être dans la sollicitude, comme il l'expliquait avec la famille, mais bien être dans cette optique-là. Et ça m'a fait réagir à quelque chose que j'ai entendu, c'est marrant, ce week-end. Je dînais en fin de semaine dernière avec une associée de l'entreprise qui me racontait ce que sa fille était à HEC actuellement. Elle faisait quelques semaines, elle travaillait sur des travaux pratiques avec un jury et ainsi de suite dans le cadre d'un projet. Et à la fin de ce travail, elle a dit merci au jury en disant merci de votre confiance et ainsi de suite. La réponse qui lui était faite, qui m'a moi personnellement beaucoup choqué, était dire merci, qui était là non pas comme un signe de politesse, mais là pour le coup je pense dans la même définition qu'Emmanuel de la gentillesse, un signe de gentillesse, qui était un signe de faiblesse. On lui a dit dire merci est un signe de faiblesse. Donc ça nous montre encore que sur nos élites, on a encore du travail à faire pour le coup. Ça, c'était une première remarque en lien avec cette définition. La deuxième, c'est de me souvenir et de partager de deux choses. Quelque chose que j'ai lu il n'y a pas longtemps, que chez Google, ils avaient fait l'année dernière un sondage pour savoir quelles étaient leurs équipes les plus performantes au niveau mondial. Est-ce qu'il y a un critère qui ressort particulièrement, qui fait qu'une équipe est performante? Et le premier critère qu'ils ont trouvé, et pourtant Google c'est aussi une entreprise mondialisée et ainsi de suite, et que c'était justement la gentillesse entre leurs membres de ces équipes. Donc l'équipe la plus performante était celle qui, quand ils ont sondé un peu de manière sans doute un peu fine, était l'équipe qui faisait preuve de la plus grande gentillesse entre eux. Donc j'ai trouvé ça intéressant à partager avec vous. Et puis le troisième point, c'est, je me souviens, un personnage m'a beaucoup marqué dans ma carrière, que j'ai eu la chance de connaître et de partager un certain nombre de moments avec lui, qui est l'ancien patron de la société Favi. Alors Favi, c'est une des entreprises pionnières dans ce qu'on appelle aujourd'hui, même si à l'époque ça ne s'appelait pas comme ça, l'entreprise libérée. Et je mets à l'écart tous les débats qu'il peut y avoir sur est-ce que c'est bien, pas bien, est-ce que c'est une fumisterie ou pas, et ainsi de suite. Pour autant, le bonhomme, lui, est quelqu'un d'exceptionnel. Et je me souviens toujours de sa croyance fondamentale dans cette entreprise, où il a toujours dit et fait passer ce message, l'homme est bon. Voilà. Et pour avoir eu la chance de le croiser à nombreuses reprises et même de l'avoir fait venir à l'NDRH l'année dernière, il est venu sur mon groupe partager une journée complète d'échanges avec nos membres. Voilà, il est resté sur cette croyance qui en plus était synonyme pour chez lui aussi de profit. Parce que l'entreprise qu'il dirigeait, dans l'industrie automobile et la sous-traitance automobile, qui est un monde assez redoutable pour le coup, je ne suis pas sûr qu'il soit très gentil comme monde, ça crachait de l'argent, voilà, tout simplement, avec une croyance de fond qui était « l'homme est bon ». Voilà. Ce sera notre conclusion. Un grand merci à Sophie et Frédéric pour leur partage. Je vous invite à poursuivre vos échanges avec Emmanuel Jaffly, qui sera, je l'espère, encore peut-être un peu avec nous pendant la pause pour que vous puissiez prolonger ces débats trop courts.